Bonjour et bienvenue sur Impulse TV. Il existe plus de 400 licences open source et libres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on a le droit de faire ou pas avec les 6 licences les plus utilisées dans le monde du logiciel. On parlera aussi de 2 aventures open source qui sont très instructives. La première, c'est les conteneurs Docker et la deuxième, c'est le respirateur artificiel Maker, créé au début de la crise Covid. Alors bienvenue dans cet épisode Contrat et open source. D'abord, faisons un petit rappel. Logiciel libre et open source sont 2 philosophies très différentes. Vous pouvez regarder l'épisode précédent pour bien comprendre ces 2 mouvements. Dans les 2 philosophies, on a le droit d'utiliser, de modifier et de redistribuer le code source. Mais ce droit vient aussi avec des obligations dictées par là ou les licences choisies par les auteurs originaux du code. Et ces obligations sont différentes d'une licence à une autre. C'est pour cela qu'on exprime souvent une licence comme contraignante ou non. Une licence non contraignante est celle qui nous permettrait d'utiliser du code libre ou open source sans nous obliger par exemple à transformer notre propre projet en open source. Une licence contraignante, en revanche, est celle qui va nous contraindre, par exemple, à republier une partie ou même l'entièreté du code de notre projet. On appelle ce concept la contamination des licences. Si vous utilisez du code sous une licence contaminante, votre projet sera contaminé et devra hériter de la même licence. Rentrons dans le vif du sujet. Commençons par la licence GNU-GPL, qui est la licence la plus libre disponible, puisque cette licence a gardé toutes les caractéristiques du vrai logiciel libre tel que pensé par Richard Stallman. Les licences GPL ou licences publiques générales sont recommandées pour les auteurs qui souhaitent publier leur code et le rendre accessible et réutilisable par un maximum de personnes. Mais si c'est vous qui utilisez du code estampillé GPL dans vos créations, vous aurez l'obligation, en cas de distribution de votre programme, de publier votre code. Vous ne pourrez donc pas rendre le projet propriétaire. La licence GPL vous aura contaminé. Et si vous acceptez cette contamination et que cela ne vous dérange pas de mettre votre code en GPL, il faut savoir que d'autres modules open source qui ne sont pas GPL vous seront désormais interdits. En effet, si dans votre projet vous avez des éléments venant du libre et d'autres venant de l'open source, leurs licences vont se contredire. L'une dira que le code ne va pas être fermé à l'avenir, alors que l'autre dira que n'importe qui peut reprendre votre projet, le modifier et fermer le code. Ce projet est donc impossible ou plutôt interdit. C'est ici que va rentrer en jeu le second paramètre à considérer dans l'utilisation de code libre ou open source, la compatibilité des licences. Certaines licences seront compatibles entre elles et vous permettront de les utiliser ensemble dans un même projet. Dans le cas des licences contaminantes comme GPL v3 et AGPL, le passage d'une licence permissive vers une licence contraignante nécessitera l'ouverture de l'ensemble du code de la première licence. La compatibilité des licences entre elles est généralement indiquée de manière explicite dans le contrat de licence. En règle générale, il faut retenir que 2 licences avec des copylefts différents sont incompatibles à moins que des clauses de compatibilité explicites soient ajoutées spécifiquement aux licences de base. Dans le tableau affiché à l'écran, nous avons indiqué le niveau de compatibilité avec d'autres licences. Lorsque nous parlons ici de compatibilité, nous parlons de copier du code qui vient d'une licence A vers un projet sous licence B. Vous voyez dans notre matrice ici affichée à l'écran que certaines licences GPL ne sont compatibles qu'entre elles. Il est donc impossible d'utiliser ce type de code dans un projet qui aurait des composants d'une autre licence que GPL. GPL est donc la licence la plus libre, mais aussi la plus contraignante. On dit parfois que c'est une licence restrictive parce qu'elle interdit de créer des projets moins libres. Je sais, c'est paradoxal. Après la pure licence GPL, il existe 2 licences dérivées de GPL, dont une un peu moins restrictive pour ceux qui utilisent le code. La première est la licence LGPL, ou licence publique amoindrie en français. Cette licence dérive directement de la licence GNU GPL, mais contrairement à celle-ci, avec LGPL, il est possible d'utiliser des librairies de code sous licence LGPL, tout en gardant le reste de votre code propriétaire et donc fermé. Ça veut dire que si vous classez votre code en LGPL, il pourrait se retrouver demain sous une forme de librairie dans des produits propriétaires, mais les codes sources de la librairie sous licence LGPM, même modifiés par quelqu'un d'autre, devront rester ouverts. Ensuite, nous avons la licence AGPL ou Affero GPL. Cette licence permet simplement d'étendre la logique de la licence GNU GPL aux services fournis par des logiciels SaaS. Dans les faits, l'utilisateur d'un service SaaS sous licence AGPL devrait pouvoir télécharger le code source correspondant au service qu'il utilise. Par ces 3 exemples, GPL, LGPL et AGPL, vous voyez qu'en tant qu'utilisateur ou réutilisateur de code, vous avez tout intérêt à bien analyser les licences des codes que vous utilisez. Parce que parfois, vous aurez l'obligation de jouer le jeu du créateur original en republiant les codes sources de tout ou partie du produit que vous développez. Regardons maintenant une autre licence très utilisée dans le monde du développement du logiciel, la licence MIT. La licence MIT, créée par le MIT,
est une licence qui n'impose que peu de restrictions. Elle est donc permissive. Vous pouvez par exemple publier votre projet en MIT et y intégrer des morceaux de code qui étaient à l'origine estampillés BSD, Apache ou LGPL. Et quand c'est vous qui réutilisez le code MIT, vous pouvez tout à fait republier vos modifications vers une autre licence, qu'elle soit open source ou libre. La licence MIT est donc à privilégier si vous souhaitez utiliser plusieurs briques open source sous des licences différentes et que vous souhaitez vous laisser la possibilité de rendre votre logiciel propriétaire à l'avenir. Par exemple, le bien connu Visual Studio Code de Microsoft est fourni, lui, sous la licence MIT dans le repository GitHub. Le code de ce logiciel est donc ouvert, modifiable et réutilisable. Par contre, l'exécutable de Visual Studio Code est proposé, lui, sur le site officiel de Microsoft sous une licence propriétaire. Vous ne pouvez donc pas simplement recompiler le code et distribuer le même exécutable que Microsoft qui s'est réservé ce droit. Rien n'empêche d'ailleurs Microsoft de rendre cet exécutable payant à l'avenir. La compatibilité des licences entre elles est un sujet important parce que les différentes licences utilisées dans un logiciel peuvent contenir des exigences contradictoires qui rendraient impossible le mélange des codes sources de manière légale. La matrice de compatibilité affichée à l'écran montre que globalement, les licences permissives sont relativement compatibles entre elles et que les restrictions de compatibilité existent pour les licences GNU GPL. Il faut bien retenir qu'une licence à copyleft fort comme GPL est rarement compatible avec une licence permissive. Par exemple, vous n'aurez pas le droit d'intégrer dans votre projet MIT un code qui viendrait du libre comme du code GPL. Ou plutôt c'est possible, mais votre projet deviendrait automatiquement un projet GPL parce que GPL est une licence contaminante. Parlons maintenant d'une autre licence, la licence BSD. Dans les faits, la dernière version de la licence BSD ressemble beaucoup à la licence MIT. Comme pour MIT, les codes sous licence BSD peuvent être incorporés dans des solutions propriétaires et les modifications du code peuvent devenir propriétaires et donc fermées. Et enfin, parmi les licences les plus populaires, on trouve également la licence Apache V2. C'est une licence permissive qui se démarque de MIT et BSD par l'obligation de différencier de manière visible le code original du code ajouté, et c'est de ce fait la moins permissive des trois licences permissives de notre tableau. Pour faire simple, il est possible de réutiliser du code Apache comme on veut, mais il est impératif dans le projet de différencier le code source original du code source modifié. Avec Apache V2, si le code source original contient un fichier notice c'est tout simplement un fichier texte avec la description des librairies et les copyrights utilisés dans le projet, il est obligatoire de faire figurer dans votre propre projet une version lisible de ce même fichier. Si le code n'est pas modifié dans le projet dérivé, alors il faut simplement ajouter le copyright. Il est bien évidemment autorisé d'ajouter son propre copyright aux modifications ajoutées. Ces modifications peuvent être placées sous la même licence ou sous une autre licence. Si aucune déclaration explicite n'est incluse, la licence Apache sera la licence régissant les modifications du fichier. Il faut également préciser que Apache V2 autorise également des droits de brevet et la distribution sous des conditions différentes et sans les codes sources. Prenons l'exemple de Docker qui est sous licence Apache V2. C'est probablement à cause de ces brevets que Docker utilise cette licence, même si pour le moment les sources sont disponibles sur GitHub sous le nom de Moby. Docker est composé de deux éléments distincts. Le premier, c'est le code open source, et le deuxième, c'est le format de fichier qu'on appelle container, qui aide à automatiser le déploiement des applications. Compte tenu du fait que la licence Apache V2 ne possède pas de copyleft fort, Docker peut être distribué sous licence fermée et payante, c'est-à-dire sans les codes sources. On peut même imaginer qu'une entreprise commercialise des services complémentaires et crée des brevets adossés à Docker. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit avec le projet Kubernetes, lui aussi sous licence Apache V2. Laissez-moi vous raconter maintenant les mésaventures des créateurs du projet Docker. Les auteurs de Docker avaient décidé de laisser une licence permissive sur les conteneurs Docker en espérant créer plus tard des revenus grâce à un orchestrateur, qui est un logiciel chargé de piloter un grand nombre de conteneurs et est donc indispensable si on veut utiliser Docker dans une grande entreprise. Leur orchestrateur s'appelle Swarm. Il se trouve que Swarm a été concurrencé dès le début par Kubernetes, qui est un logiciel de Google partiellement open source, qui fournissait le même service d'orchestration que Swarm, et de l'avis de certains, en mieux. Kubernetes a donc bien profité du code créé pour Docker, mais aussi et surtout de la hype qu'avait le projet Docker auprès de la communauté des devs. Et quand Docker a été obligé de trouver une autre source de revenus que Swarm, et a essayé de rendre les conteneurs Docker payants, Kubernetes a décidé d'abandonner Docker pour le remplacer par un système de conteneurs différent. Docker est donc désormais officiellement obsolète dans Kubernetes. Du coup, Docker se fait durement bousculer du marché des conteneurs qu'ils ont eux-mêmes créés. L'exemple de Docker et de Kubernetes devrait nous servir de guide dans le choix d'une licence open source, car on peut comprendre avec cet exemple que les conséquences d'un mauvais choix de licence peuvent être catastrophiques pour un projet à visée commerciale. Nous allons maintenant voir que l'open source peut aussi s'appliquer en dehors du logiciel et par exemple dans le domaine du médical. Le projet Maker, porté par le collectif Maker for Life, est un projet open source visant à produire rapidement et à bas coût
des respirateurs artificiels pour lutter contre le Covid. L'objectif de ce projet est d'éviter les situations de pénurie de machines pour pouvoir mettre les patients sous respirateur artificiel. Dans ce projet, c'est la licence open source Unlicensed compatible GNU qui a été choisie et qui permet de produire une machine moins coûteuse et relativement simple à fabriquer tout en s'affranchissant des problématiques de brevets très présentes dans le domaine du médical. J'ai eu l'occasion de rencontrer David Sferuza, un des contributeurs à ce projet, et voici ce qu'il m'a confié sur ce sujet. C'est un collectif, c'est-à-dire que c'est vraiment juste des individus, des personnes qui se sont dit cette crise a l'air sérieuse. Un des leviers qui sera important, un des enjeux, ça va être de pouvoir traiter les patients qui sont en syndrome de détresse respiratoire aiguë avec des respirateurs artificiels, enfin des ventilateurs mécaniques. Et on a vu qu'il y a certains pays, certaines zones qui n'en avaient pas ou presque pas. En Éthiopie, il me semble que c'était un seul dans tout le pays. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation, essayer d'en faire et de faire un respirateur qui soit, même quitte à ce qu'il soit spécial Covid et qu'on ne s'encombre pas des fonctionnalités d'un respirateur normal, comment est-ce qu'on peut aller très vite sur quelque chose qui pourrait les aider et qui soit open source pour permettre de le diffuser et permettre à chacun, dans chaque pays, chaque contexte, d'adapter le design en fonction de ce qu'il a en stock en termes de, je sais pas, de batterie, de puissance de calcul, etc. Les avantages de la partie, du fait que ce soit open source sont assez classiques et d'autant plus évident qu'on est dans le milieu médical dans un temps de crise, c'est que clairement ça permet une diffusion rapide du projet puisqu'on ne va pas s'embêter à décider est-ce que tu as le droit de lire les plans ou pas, etc. Tout le monde a le droit de lire les plans. On essaie de les diffuser, tout est donné d'office, il n'y a pas besoin de venir demander des choses, tout est disponible. Exactement sous le même format que nous, on l'aurait utilisé pour travailler ou pour le construire. C'est pas question de faire un export d'un rendu et puis de coller ça dans un zip quelque part. Finalement, c'est documenté comme si on le faisait pour quelqu'un d'autre qui allait le construire. Pour les inconvénients, je ne sais pas tellement s'il y en a parce que notre projet et son contexte font que ça fait complètement sens de faire ça. Justement, c'est notre différenciation. C'est comme ça qu'on va essayer d'améliorer la situation pour tout le monde. Et voilà, maintenant vous êtes capable de faire la différence entre les grandes licences et de les distinguer. Si vous souhaitez collaborer au projet Maker, c'est possible, les liens sont dans la description. Dans le prochain épisode, je vous prouverai que l'open source a encore de beaux jours devant lui en vous présentant différents modèles économiques qu'on peut appliquer à un projet open source. Alors abonnez-vous et à bientôt sur Impulse TV.